Bonjour à tous, aujourd'hui je suis là pour vous faire un atelier qui concerne le fait que nous sommes tous des artistes. Pour cela, je vous invite à prendre des feuilles, des stylos, parce que pour ceux qui me connaissent, vous savez que j'aime bien utiliser la démarche symbolique. J'aime bien l'utiliser en plus de l'hypnose et du coaching. Donc je vous laisse vous munir de feuilles, de stylos. Et puis je vais vous expliquer un petit peu ma vision des choses et je vais vous faire des exercices qui vont vous permettre d'aller découvrir un petit peu cet artiste qui sommeille en vous si vous ne l'avez pas encore rencontré. Déjà, il faut se dire que les artistes, souvent, on a une idée fausse des artistes. C'est-à-dire que dans notre tête, un artiste, c'est forcément quelqu'un qui va peindre, qui va faire quelque chose de ses mains. Et on peut être artiste de 1000 façons différentes. On peut cuisiner, effectivement, on peut peindre, on peut danser, on peut chanter, on peut écrire des poèmes, mais on peut faire plein d'autres choses. Et donc, moi, la première idée que je vous invite à faire, c'est de prendre une feuille, de faire, vous savez, une sorte de petit chevalet comme on faisait à l'école pour marquer nos prénoms. Donc, de plier la feuille. Voilà, comme ça, pour que ça fasse un chevalet. Et dessus, de vous marquer atelier d'artiste. Atelier d'artiste. Et de vous le mettre sur votre bureau ou là où vous êtes la plupart du temps. Par exemple, moi j'écris beaucoup, mais je ne considérais pas que c'était de l'art, mon écriture. Mais le fait de me mettre un chevalet comme ça sur mon bureau, eh ben, j'ai l'impression vraiment d'être une artiste. C'est vrai que dans un cabinet, dans un atelier d'artiste, il y a des peintures, il y a plein de choses qui inspirent, etc. Et que nous, dans notre quotidien, on n'a pas forcément d'atelier. En fait, notre atelier, il peut être dans notre cuisine, il peut être dans notre salon, il peut être partout. Et juste symboliquement, le fait de déposer ce chevalet là où vous allez faire ce que vous aimez faire, eh ben, ça va rajouter quelque chose, une dimension supplémentaire à ce que vous êtes en train de faire. Alors souvent, les gens me disent « Oui, mais Camille, moi, j'ai pas de passion. » En fait, on n'est pas obligé d'avoir une passion pour être artiste. On peut être un multi-passionné en quelque sorte, c'est-à-dire que on aime plein de choses sans forcément tout connaître de ce domaine, sans forcément passer 100% de son temps à faire ça. On peut tout à fait aimer des choses et les survoler. Donc, c'est tout à fait possible de toucher à tout, de prendre du plaisir, parce qu'en fait, c'est ça qu'on va chercher dans la notion d'artiste, c'est de prendre du plaisir. On peut tout à fait prendre du plaisir, même si on n'est pas excellent dans ce domaine, même si on ne consacre pas tous ses loisirs et son budget et tout ça à ce loisir-là. Donc, souvent, on a cette idée qu'il faut être passionné pour être un artiste, alors qu'on peut être un artiste même si on le fait qu'occasionnellement. Donc déjà, en se disant ça dans votre tête, vous allez pouvoir commencer à créer quelque chose de nouveau. Je vous invite donc à prendre une deuxième feuille et sur cette feuille, d'écrire au milieu « Je suis ». Alors, un ou une artiste. Donc, moi, je vais mettre une artiste. Donc, de l'écrire comme ça, au milieu de votre feuille. Je suis un ou une artiste. Et de réfléchir à ce que vous aimez faire. Je ne vous demande pas de réfléchir à ce en quoi vous êtes doué, mais plutôt de réfléchir à ce que vous aimez faire. Donc, je vous laisse un petit peu de temps pour pouvoir écrire ce que vous aimez faire. Par exemple, j'aime danser, j'aime cuisiner, j'aime ce que vous aimez. Je vous laisse un petit peu de temps pour le faire. Bien sûr, vous pouvez mettre pause à la vidéo et vous pourrez prendre encore plus de temps pour le faire. Parce qu'au final, vous allez avoir une sorte de soleil qui va amener à plein de choses que vous aimez faire. Et bien, dites-vous bien que chaque chose que vous avez écrite, vous êtes un ou une artiste dans cette chose-là. Même si vous n'êtes pas, par exemple, j'ai mis j'aime danser, même si je ne suis pas la meilleure danseuse au monde, je suis quand même une artiste en danse. Parce que l'art, c'est de faire les choses avec son cœur et c'est d'aller toucher les émotions. Ce n'est pas forcément les émotions de l'autre qu'on va toucher.
c'est aussi nos émotions à nous. Donc si quand je danse, j'ai l'émotion de la joie qui se crée en moi, je suis une artiste. J'ai créé de l'émotion. Si j'en crée chez l'autre qui est en train de me regarder, c'est génial. Mais ce qui compte avant tout, c'est de la créer en moi, cette émotion. Donc je vous invite à réfléchir à tout ça. À réfléchir à ce que vous aimez faire. Et puis, être artiste, contrairement à ce qu'on croit, c'est pas sortir de son chapeau quelque chose de complètement nouveau, qui n'a jamais été vu, qui n'a jamais existé. Être un artiste, c'est plutôt aller chercher de l'inspiration dans tout ce qu'on a sous les yeux. Et toute cette inspiration, de la mettre dans un shaker, de secouer le tout et de créer une nouvelle combinaison qu'on n'avait pas encore vue dans ce sens-là. Créer, c'est pas forcément créer à partir de rien. D'ailleurs, ça n'existe pas. On est toujours inspiré par autre chose. Et donc, tous les artistes sont des chapardeurs d'idées. Mais ils ont réussi à modifier ce qu'ils avaient vu. C'est-à-dire que si j'ai envie de créer un stylo et que je crée exactement le même de la même couleur, oui, là, je suis une voleuse d'idées. Par contre, si je me dis, waouh, ce stylo, il me plaît beaucoup, j'aime bien sa forme, mais pas sa couleur. Tiens, est-ce que je pourrais pas lui donner une autre couleur? Et tiens, est-ce que je pourrais pas aussi changer ça? Et puis ça. Et puis, en fait, je me suis inspirée de choses que j'ai vues partout et je les ai assemblées. Et donc, des fois, on a l'impression d'être un imposteur parce qu'on se dit, ah ouais, mais j'ai regardé, je me suis inspirée de ce que j'ai eu sous les yeux et je ne l'ai pas 100% inventé. En fait, ça n'existe pas. Vous demandez à n'importe quel artiste, il aura eu un cahier d'inspiration, il aura eu partout autour de lui des choses qui l'auront inspiré. Moi, par exemple, quand j'ai besoin d'écrire, je prends mon cahier. C'est un cahier que j'ai toujours avec moi et dès que j'ai une idée, je la note. Une idée qui n'est pas de moi. Une idée, une phrase dans la rue que j'ai entendue, une réplique dans un film, quelque chose que j'ai vu, quelque chose que j'ai vécu, je la note. Et le jour où j'ai besoin de créer quelque chose, j'ai juste à ouvrir mon cahier et en fait, je prends des petits bouts de ce que j'ai mis partout dans mon cahier pour en faire quelque chose de nouveau. J'ai pas tout inventé. C'est des idées mises bout à bout. Et puis il y a quelque chose, moi, qui m'inspire beaucoup, c'est le ici c'était faux. C'est-à-dire que j'entends l'idée de quelqu'un, je me dis ah oui, si c'était vrai ce qu'il dit, et si c'était faux. Si c'était faux, ça donnerait quoi à l'inverse? Et donc, des fois, mon inspiration, elle vient de l'inverse de ce que j'ai entendu. Donc, si vous avez envie d'être artiste, vous pouvez vous autoriser à chaparder un peu partout des idées pour les mettre ensemble et créer quelque chose de nouveau. Donc, il faut juste s'enlever cette idée qu'on est un imposteur, qu'on a volé des idées. Non, on les a prises pour les modifier et créer quelque chose qui n'existait pas encore. Et puis des fois, on est surpris parce qu'on pense être le premier à inventer quelque chose, et on se rend compte que quelqu'un d'autre l'a inventé quasiment en même temps que nous. Parce qu'il s'est aussi inspiré peut-être des mêmes sources et ça a donné finalement le même mélange à la fin. Bah, peu importe. On aura mis notre émotion, on aura mis notre cœur, on aura mis du plaisir. Et en fait, c'est juste ça qui compte. Donc, peut-être vous enlevez l'idée qu'il faut forcément tout inventer et vous dire que vous avez juste à vous inspirer de tout. Donc, je vous invite à réfléchir peut-être à un cahier d'inspiration, quelque chose où vous pourriez mettre des images. Moi, par exemple, j'ai un cahier d'inspiration super qui est Instagram, parce qu'à l'intérieur, justement, il y a plein d'images, il y a plein de textes, des choses que j'aime bien les regarder assez rapidement et hop, m'inspirer. Donc, par exemple, je suis abonnée à beaucoup de dessinateurs. Je trouve que leurs illustrations, elles m'inspirent beaucoup. La dernière en date, on voit un cosmonaute qui est en train de bronzer sur un matelas gonflable sur une mare. Et voilà, j'ai trouvé ça rigolo de le voir et de me dire, tiens, on peut viser la Lune, oui, mais on peut aussi décider de savourer la Terre. Donc, chaque petite image, chaque petit texte, ça vient nourrir en fait notre cahier d'inspiration et c'est ça qui va nous permettre vraiment de pouvoir, le moment où on a envie d'exprimer notre art, d'aller chercher justement toutes ces idées pour faire quelque chose, créer quelque chose à ce moment-là. Donc réfléchissez à comment vous aimeriez créer ce cahier d'inspiration.
Et puis l'inspiration, justement, elle vient pas forcément, par exemple, admettons, j'ai envie d'écrire un livre, je m'assois à mon ordinateur et je me dis, allez, il faut que j'écrive un livre. L'inspiration, en général, c'est pas là qu'elle vient. Elle prend pas rendez-vous avec nous quand on est assis devant notre ordinateur. En général, l'inspiration, elle arrive quand on est sous la douche, quand on va aux toilettes, quand on fait autre chose, en fait, quand on met un peu notre mental de côté. Notre inspiration, elle vient quand elle en a envie, et surtout quand on arrête de se mettre la pression pour qu'elle arrive. C'est pour ça que c'est important, je trouve, d'avoir de quoi noter, parce que des fois, l'inspiration, elle va arriver à un moment où c'est pas du tout le moment, justement. Et donc, le fait de la noter, ça nous permettra de la retrouver, de la réactiver au moment où on s'assiera derrière l'ordinateur, si notre objectif, c'est par exemple de créer un livre ou un poème ou une chanson ou quelque chose comme ça. Donc, l'idée, c'est de ne pas prendre rendez-vous avec votre inspiration, c'est de la laisser venir à vous, et quand elle est là, de pouvoir l'écrire pour pouvoir l'utiliser au moment venu. Et c'est pour ça que c'est important d'aller faire plein de choses différentes. Moi, je sais que quand j'ai quelque chose à créer, je vais voyager, je vais aller voir du monde, je vais aller voir la ville, les passants, je vais m'asseoir à un café, je vais observer cette ville. Et puis, il y en a d'autres, pour trouver l'inspiration, ils ont besoin au contraire de calme. Ils ont besoin que tout soit bien rangé. D'autres ont besoin que ce soit le chaos. J'ai entendu un artiste, par exemple, qui montrait son atelier, c'était le bordel partout. Il ramenait des choses de n'importe où, on aurait dit une déchetterie. Et bien ça m'inspirait. En fait, il n'y a pas une manière d'être un artiste, en fait. Il y en a des milliards, il y en a autant que d'individus. Donc, vous allez trouver votre propre fonctionnement. Moi, par exemple, j'ai de l'inspiration plutôt le matin, voire la nuit. Je peux me lever à 3 heures du matin et avoir une super inspiration. Par contre, j'en ai moins l'après-midi. Donc, être un artiste, c'est aussi s'écouter et savoir comment on fonctionne, savoir à quel moment de la journée on est justement le plus à même de laisser couler cette créativité. Ensuite, c'est important de se rendre compte, quand on est un artiste, il y a toute cette phase de création qui est à l'abri du regard des autres. C'est-à-dire qu'on n'a pas de public à ce moment-là pour nous juger et on peut vraiment sortir ce qu'on n'aurait peut-être pas osé sortir si quelqu'un nous avait regardé. Et c'est ça qui est super intéressant quand nous-mêmes, on va voir les œuvres de quelqu'un d'autre, c'est que vu qu'on n'était pas là au moment où il l'a créé, on se rend compte qu'il a osé tout exprimer. Il a même exprimé un peu sa folie. Et ça nous fait du bien. Ça nous fait du bien de voir la folie des autres, en fait. De voir, alors quand je dis folie, c'est ce qui rentre pas dans les cases, ce qui n'est pas la pensée commune. C'est de voir quelqu'un qui s'est exprimé autrement que ce qu'on a l'habitude et ce qui va déclencher quelque chose en nous, cette émotion, justement. Donc, voilà, s'autoriser à exprimer sa folie en se disant « personne ne le regardera ». Puis au final, peut-être quelqu'un va le regarder, peut-être que même ça va devenir hyper connu. Mais au moins, on l'aura fait sans ce jugement de l'autre et on aura osé exprimer les choses. Alors, moi, quand je fais un dessin, on ne sait pas si c'est un élève de CM1 ou un adulte qui l'a dessiné. Et pendant longtemps, je me suis sentie vraiment nulle en dessin, vraiment. Parce que ce que je dessinais, c'était pas très ressemblant de ce que j'avais sous les yeux. Si je devais dessiner un pot de fleurs, fallait un petit peu de temps pour deviner que c'était celui qui était sur la table que j'avais dessiné. Et je pensais vraiment que c'était un handicap, que j'étais vraiment nulle en dessin. Parce que ce qui se passe, c'est que le talent, on ne sait pas d'où il vient. On ne sait pas l'expliquer. C'est pas vraiment quelque chose qui s'apprend. Et comme on ne sait pas l'expliquer, on se dit qu'on n'en a pas. On se dit que voilà, telle personne que je connais qui dessine bien, elle a du talent, mais pas moi. Moi, je l'aurais jamais. On ne se doute pas qu'il suffirait peut-être d'apprendre, qu'il suffirait peut-être de prendre des cours, que peut-être c'est une réflexion qu'on a eue dans notre enfance, un dessin qu'on a fait à papa, maman, et ils nous ont dit ouais, super ton dessin. On a senti que c'était pas sincère et on s'est complètement bloqué. On s'est dit qu'on était nul en dessin. Vous savez, en formation, les gens souvent osent pas dessiner quand on fait un exercice symbolique. Ils osent pas parce qu'ils sont persuadés qu'ils sont nuls en dessin et que les autres vont les juger. Alors qu'en réalité, le dessin, c'est comme beaucoup de choses. Ça peut s'apprendre, c'est pas forcément inné. Et puis, je me suis mis à réfléchir.
Et je me suis dit: «Camille, en fait, qui c'est qui a le plus, d'imagination entre celui qui arrive à refaire exactement ton pot de fleurs et toi?» Que finalement, celui qui arrive à faire exactement le pot de fleurs qu'il a sous les yeux, il offre aux gens qui vont voir exactement la même chose que ce qu'il y avait sur la table. Il va rien apporter de plus, même si c'est très joli. Mais toi, Camille, imagine entre le pot de fleurs qui est sur la table et ton dessin, la différence qu'il y a entre les deux. En fait, tu apportes une autre vision des choses. Tu déformes tellement la réalité que finalement, ce que tu apportes sur ta feuille, les autres ne le voient pas du tout comme ça et ça leur apporte une nouvelle chose. Et donc, ça m'a fait marrer de me dire ça, de me dire, en fait, j'ai vachement de créativité parce que mes dessins, ils sont tellement pas ressemblants de ce qu'il y a sur la table que j'apporte vraiment un regard nouveau aux autres. Et je me suis dit, ouais, je suis vraiment une artiste parce que c'est vraiment tellement pas ressemblant, je suis une super créatrice. Et ça m'a fait rire. Donc voilà, je sais pas quel est votre niveau de dessin, mais ça m'a enlevé en fait cette croyance que j'étais nulle. Et je me suis dit, non, en fait, j'ai beaucoup d'imagination parce que j'arrive vraiment à transformer ce que j'ai sous les yeux et c'est plus du tout ressemblant parce que j'ai cette imagination débordante. Donc en fait, c'est aussi à chacun de voir ce qu'il a envie de se raconter. Si vous avez envie de vous raconter que vous êtes nul en dessin, vous pouvez. Mais vous pouvez aussi vous raconter que vous êtes super doué et que vous êtes vraiment un artiste. Quand on regarde les Picasso et les choses comme ça, c'est pas ressemblant avec la réalité. Donc pourquoi est-ce que vous, ce que vous allez créer, ça serait différent? Donc voilà, ça c'est assez intéressant. Et puis, je voulais aussi vous parler du fait que quand on apportait un regard nouveau justement à ce bouquet de fleurs ou quelque chose à l'autre, on lui permettait aussi de vivre à travers notre regard et de vivre finalement plusieurs vies. Par exemple, cet été, je suis allée voir une galerie et dans cette galerie, il y avait des photos magnifiques d'un photographe, d'un artiste qui avait voulu symboliser ce qu'il avait vécu pendant le confinement. Donc c'était vraiment intéressant ce qu'il arrivait à faire passer comme émotion, complètement différent de moi, la manière dont moi j'avais vécu le confinement. Mais finalement, en regardant ces tableaux à lui, j'ai eu l'impression d'emprunter sa vie pendant quelques instants. J'ai eu l'impression de vivre une autre vie. Et je me suis dit, waouh, c'est un artiste. J'aurais pas forcément mis ces tableaux chez moi, mais il a réussi à me faire voyager dans sa vie quotidienne, dans ce que lui, il avait vécu, alors que moi, j'étais là dans cette galerie. Et donc, ça, c'est un petit peu comme de l'hypnose. On arrive à transporter la personne juste avec ce qu'on a dessiné, ce qu'on a peint, ce qu'on a chanté, ce qu'on a dansé. On arrive à la transporter pour que le temps où elle côtoie notre œuvre, elle ait l'impression de vivre une autre vie. Vous vous rendez compte le pouvoir qu'on a en fait, quand on crée une œuvre, de permettre à la personne qui va la voir, la vivre, de vivre une autre vie grâce à nous. Et moi, je trouve ça magique en fait, de me dire que, alors moi c'est plutôt des histoires que j'écris, de me dire que mes histoires, elles vont permettre à la personne qui va les lire de vivre une autre vie et peut-être même de transformer sa vie parce que ça lui aura plu ce qu'elle aura vécu. Le fait d'être heureuse, elle aura envie de continuer à l'être. Donc, ce que je lui apporte à travers mon art, lui apporte un autre regard sur la vie et lui permet même de la transformer. Donc, je ne sais pas de quel art vous allez utiliser pour aider toutes ces personnes à vivre autre chose. Ce que je sais, c'est qu'on n'a pas qu'un seul talent. Moi, je suis persuadée qu'on a à l'intérieur de nous une palette extraordinaire de tous les talents de la Terre. Tout ce qui existe comme talent, on les a tous. Simplement, on a décidé d'en utiliser certains et d'en laisser de côté d'autres. Par exemple, je reprends le dessin, mais moi, tous mes frères et sœurs ont fait des beaux-arts, ils étaient tous doués en dessin. Et moi, j'avais pas envie de faire du dessin parce que j'avais pas envie d'être comparée à eux. Donc, j'ai commencé à être plus douée dans d'autres choses. Mais je suis sûre que j'aurais pu si j'avais voulu développer ça. Donc, je pense qu'à l'intérieur de nous, on a tout. Après, c'est des choix. Est-ce que j'ai envie d'utiliser mon talent pour chanter? Est-ce que j'ai envie d'utiliser mon talent pour dessiner?
quels sont les talents que j'ai envie d'utiliser. Mais c'est pas parce que je les utilise aujourd'hui que je les utilise pas aujourd'hui que je vais les utiliser demain. Enfin, tout est possible en fait. On peut s'autoriser à utiliser certains talents aujourd'hui et en utiliser d'autres demain. Et puis, il faut savoir que l'artiste, en fait, quand il crée sa première toile, il n'a pas forcément de style. Il essaye, il fait, et puis au fur et à mesure, peut-être, il va y avoir quelque chose d'un peu unique. Par exemple, moi, quand j'ai commencé à faire mes MP3, j'ai commencé à proposer quelque chose sur le marché qui était différent de ce qui existait jusqu'à présent. Et c'est devenu mon style. Mais la première fois que je l'ai créé, je ne savais pas du tout que ça allait donner ça comme style. Donc, des fois, on attend d'avoir vraiment une passion, d'avoir un style bien particulier, une identité. Et en fait, c'est le processus artistique qui nous donne cette identité. C'est parce qu'on va répéter une fois, deux fois, trois fois les choses plus ou moins de la même manière, il va y avoir une ressemblance, un trait commun, que notre identité artistique va pouvoir se révéler. Donc, vous êtes déjà des artistes. L'idée, c'est de savoir quels sont les arts que vous avez envie de développer, dans quel domaine vous avez envie d'aller. Et vous pouvez être divergent, vous pouvez être instable, vous pouvez être des girouettes. Vous avez le droit de tester plein de choses. Et vous avez le droit de n'être excellent dans aucun. Juste moyen, c'est très bien aussi. Parce que du moment où vous prenez du plaisir à ce que vous faites, c'est là que vous allez en donner à l'autre. Vous savez, si vous prenez deux chanteurs, un qui chante parfaitement bien, mais qui ne met aucune émotion parce que il chante comme on lui a appris, comme il doit le faire pour faire plaisir à son père. Et un autre chanteur, qui chante peut-être moins bien au niveau technique, mais qui met tout son cœur, qui met de l'émotion dans sa chanson. D'après vous, laquelle va donner des frissons à celui qui va l'entendre? C'est celle qui a de l'émotion. Et donc, être un artiste, c'est pas faire une chose parfaite. Être un artiste, c'est mettre de l'émotion dans ce qu'on fait. Et c'est le faire avec plaisir. Si vous vous forcez à faire quelque chose, il n'y aura pas la même émotion au bout. Si vous le faites par plaisir, là, il va se passer quelque chose. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous ai demandé de dessiner ce que vous aimiez. Qu'est-ce que vous aimez faire? Qu'est-ce que vous aimez être? Parce que là où vous aimez, vous touchez vraiment à votre art. Votre œuvre, elle est là où vous aimez faire les choses, pas là où vous vous forcez à les faire. Alors bien sûr, dans certains domaines comme la musique, il faut quand même apprendre pour pouvoir jouer un morceau. Il y a peut-être une phase qui est moins amusante que l'autre. Tout comme en danse classique, il faut faire des pointes et au début, ça peut faire mal aux pieds. À la fin, je dois vous dire, mais oui, il y a des périodes qui ne sont pas forcément avec plaisir et on sait qu'il faut passer par là pour pouvoir utiliser pleinement cet art, pour pouvoir prendre du plaisir. Tant qu'on répète nos gammes au piano, c'est pas tellement drôle. Mais une fois qu'on sait le faire, et là, on prend du plaisir. Comme quand on skie, si au début on tombe sans arrêt, c'est pas le moment où on prend le plus de plaisir. Mais quand on skie bien, là, on prend du plaisir. Donc, l'idée, c'est d'arriver à dépasser ce petit moment d'apprentissage pour voir si on continue à prendre du plaisir ou pas. Et c'est là que vous allez pouvoir développer votre art. Donc, tout à l'heure, je vous ai demandé de dessiner ce que vous aimez. Maintenant, je vais vous proposer autre chose. Je vais vous proposer de prendre une autre feuille et cette fois-ci, on va travailler sur le plaisir. Parce que aimer quelque chose et prendre du plaisir, c'est pas toujours pareil. Donc, sur cette feuille, je vous invite à vous imaginer. Je vais vous dessiner, c'est vous. Et vous, vous êtes dans un magasin avec un chariot. C'est vous avec un chariot. Et là, vous allez avoir des étagères. Et sur ces étagères, on va imaginer un peu comme des paquets de céréales. C'est pas très zéro déchet, mais c'est juste pour l'exercice. Un peu comme des grands carrés qui sont des paquets de céréales. Et dessus,
vous allez marquer sur chaque paquet « J'ai du plaisir à ». Par exemple, « J'ai du plaisir à rire ». Voilà, « J'ai du plaisir à rire ». Et donc, vous allez marquer sur ces paquets de céréales quels sont les plaisirs que vous avez envie d'avoir dans la vie. J'ai du plaisir à exister, j'ai du plaisir à vivre, j'ai du plaisir à créer, j'ai du plaisir, tout ce que vous voulez. Vous écrivez tous les plaisirs que vous avez envie d'avoir et vous imaginez que vous les attrapez sur l'étagère pour les mettre dans votre caddie. J'ai du plaisir à. Je vous laisse écrire un petit peu. Vous pouvez bien sûr mettre pause si vous voulez plus de temps. J'ai du plaisir à. Et une fois que c'est fait, vous avez écrit tous les plaisirs que vous aviez dans la vie. J'aimerais que vous pensiez à vos parents. Qu'est-ce que vos parents, qu'ils soient vivants, décédés, ou en tout cas les personnes qui vous ont élevé, qu'est-ce que vos parents diraient s'ils vous croisaient dans le supermarché et qu'ils voyaient votre caddie rempli de tous ces plaisirs? Qu'est-ce qu'ils pourraient dire de voir qu'il n'y a que du plaisir, il n'y a pas d'effort, il n'y a pas de souffrance, il n'y a que du plaisir dans votre caddie? Qu'est-ce que ça vous ferait de les croiser? Qu'est-ce qu'ils vous diraient de voir qu'il n'y a que du plaisir dans votre caddie? Et eux, qu'est-ce qu'il y aurait dans leur caddie? Est-ce qu'il y aurait que du plaisir? Ou est-ce qu'il y aurait des obligations, des souffrances, des efforts? Qu'est-ce qu'il y aurait dans leur caddie à eux? Qu'est-ce qu'il y a dans votre caddie à vous? Parce que finalement, c'est tout ce plaisir qui fait de vous un artiste. Alors on dit qu'il y a des artistes qui sont torturés et qui transforment toute leur souffrance en chef-d'œuvre. Oui, on peut le dire comme ça. Mais moi, j'ai pas envie de vous créer des artistes torturés. Non, j'ai envie de créer chez vous un artiste heureux. C'est pour ça que je vous invite à réfléchir. Est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose en rapport avec votre éducation, avec vos parents, qui vous empêche de prendre du plaisir, qui vous empêche de vous poser pour faire votre art, parce que ça serait du temps perdu, parce que ça serait du plaisir? Est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose de l'ordre de la croyance, de la programmation, qui vous empêche de prendre du temps pour vous, qui vous empêche de prendre du plaisir pour vous? Réfléchissez à ça. Est-ce que on ne pourrait pas faire quelque chose symboliquement? Donc, vous vous êtes dessiné avec votre caddie. Vous avez donc croisé vos parents qui eux-mêmes ont leur caddie, qui est peut-être, lui, rempli de souffrance. Et vous pourriez imaginer ce que votre vie aurait été si leur caddie à eux avait été rempli de plaisir. Donc vous pouvez carrément le dessiner. Vous mettez plein de plaisir dans le caddie de vos parents. Alors peut-être que certains d'entre vous ont eu des parents qui savaient mettre du plaisir dans leur caddie, mais voilà, les anciennes générations étaient quand même élevées à l'effort, à la souffrance, il faut en baver, il faut se sacrifier. Donc, qu'est-ce qui se serait passé dans votre vie si vous aviez vu dans votre enfance vos parents remplir leur caddie de plaisir? S'ils s'étaient autorisés plus souvent à se faire plaisir, qu'est-ce qui se serait passé pour vous? Est-ce que vous, ça n'aurait pas été plus facile aussi de mettre du plaisir dans votre caddie, de vous autoriser plus de plaisir que d'efforts et de souffrance? Et donc, une fois que vous aurez fait ça, si vous le souhaitez évidemment, vous aurez juste à fermer les yeux quelques instants et à imaginer ce qu'aurait été votre vie si vos parents s'étaient autorisés, eux, à vivre que du plaisir dans la vie. Est-ce que vous, aujourd'hui, ça ne serait pas plus facile de vivre du plaisir, de prendre du plaisir à faire les choses et donc d'être un artiste au quotidien parce que vous feriez les choses avec le cœur et avec le plaisir, avec la joie? Je vous laisse imaginer ce que ça pourrait faire. Et donc maintenant,
Je vais vous laisser réfléchir à tout ce que je vous ai dit. Je vais vous proposer une séance d'hypnose. Pour cela, c'est facile, vous avez juste à vous installer. Donc pareil, faites une petite pause si vous voulez vous installer confortablement et vous allez pouvoir écouter ma voix. Je vous invite à vous installer confortablement et à fermer les yeux. Vous pouvez choisir d'écouter ma voix ou de ne pas l'entendre. En réalité, ma voix n'a aucune importance. La seule chose qui est importante, c'est peut-être que vous pourriez profiter de ce moment pour imaginer ce chevalet avec marqué atelier d'artiste posé juste à côté de vous. Et imaginez ce que cela vous ferait que de vous sentir être un artiste, que de sentir que vous avez des talents, que vous avez des dons, de la créativité, que vous avez de l'or dans les doigts, que vous pouvez à la fois créer mais aussi penser des choses merveilleuses, des choses inédites, des choses sorties tout droit de votre cœur. Et alors qu'une partie de vous pourrait profiter de cette séance pour pouvoir aller faire certaines reprogrammations dans votre inconscient, peut-être qu'une autre partie de vous pourrait écouter les histoires que je vais vous raconter. Pour cela, vous n'avez rien de particulier à faire, vous avez juste à entendre. Et justement, j'aimerais vous raconter l'histoire d'un homme qui avait décidé de rendre à beaucoup de personnes tout ce qui leur manquait depuis leur enfance. Vous savez, ces fameuses lacunes dont on parle souvent, ces choses à côté desquelles tous ces gens sont passés. Cet homme était l'inverse d'un cambrioleur. Il s'introduisait dans les maisons des gens en leur absence, mais pas pour leur voler des choses, pour leur rendre des choses. Il leur rendait certaines capacités qu'ils avaient mises de côté, certains talents, certains dons, et surtout, il leur permettait de croire à nouveau en eux. Quand les gens rentraient de vacances, ils étaient surpris de voir que la porte, certes, avait été ouverte, mais qu'elle n'était pas abîmée, et surtout qu'à l'intérieur d'eux, chez eux, il y avait comme des cadeaux de Noël, il y avait des tas de nouvelles choses qui leur étaient destinées. C'était magique. On retrouvait ici un talent de chanteur et ici un don pour écouter les gens. Il y avait toutes sortes de dons, de capacités, de talents qui avaient atterri là par magie. Il faut dire que cet homme s'était toujours intéressé aux humains. Il les avait regardés, observés avec soin. Il avait pris beaucoup de notes sur chacun. Il avait vu certaines humiliations, certains rejets, certaines réflexions qui avaient pu blesser, des critiques largement diffusées, des rumeurs qui n'étaient pas fondées. Il avait décidé de noter tout ça pour rendre un jour à toutes les victimes de ces choses-là tout ce qui leur manquait, tout ce qu'on leur avait arraché, tout ce à quoi elles avaient renoncé. Un jour, il était rentré chez Marie et il avait laissé sur sa table de nuit un petit paquet, un tout petit paquet de rien du tout. Elle était rentrée de son travail le soir et elle avait trouvé le paquet. Elle ne savait pas qui lui était adressé, elle ne savait même pas qui l'avait déposé, mais elle l'ouvrit. Et quand elle l'ouvrit, elle comprit tout de suite. C'était un petit quelque chose. Vous savez, un tout petit quelque chose qui lui manquait pour oser vivre ses rêves, pour oser vivre sa vie. Et parfois, il nous manque juste ce tout petit quelque chose. Et c'est justement la séance d'hypnose qui permet qu'on ose. Et je me demande quel est le petit quelque chose que cette séance d'hypnose va vous permettre d'avoir, de recueillir en vous, pour que vous puissiez développer vos talents artistiques, pour que vous puissiez vous autoriser à être cet artiste incroyable qui a plein de qualités, plein de talents et qui s'autorise à être divergent. Parce que vous pouvez utiliser votre art dans différents domaines. Vous êtes un artiste multipotentiel. Vous êtes capable de tellement de choses différentes. Et justement, cela me rappelle une autre histoire. Celle d'une femme qui avait décidé tous les soirs de lire un livre différent. Et même si elle ne finissait pas celui de chaque soir,
elle en commençait toujours à nouveau le lendemain. Un jour, alors qu'elle en parlait avec des amis, on lui demanda pourquoi elle n'allait jamais jusqu'à la fin. Et elle expliquait: «Parce que j'aime le début, j'aime le suspense qui est installé, j'aime ne pas savoir la fin». Bien sûr, chacun commençait à l'analyser. Certains commencèrent à dire qu'elle avait peur de la fin des choses et donc de la mort. Mais ce n'était pas du tout ça. En fait, son principal plaisir, c'était d'avoir le début des histoires pour pouvoir imaginer la fin elle-même. Elle aimait s'imaginer des fins heureuses elle-même. Elle aimait décider ce qui allait se passer. Elle voulait juste qu'un auteur lui plante le décor, et après c'est elle qui le ferait. Et je ne sais pas comment c'est possible, mais finalement plusieurs amis essayèrent son idée. Ils se mirent à lire que les débuts des livres. Ils se mirent à regarder que les débuts des films. Ils se mirent à écouter que les débuts des conversations. Et ils commencèrent petit à petit à créer la fin des histoires. Et puis l'un d'entre eux leur dit: et si on faisait l'inverse? Si on écoutait juste la fin, parce que finalement, c'est souvent à la fin que tout va bien, que tout s'arrange, et qu'on inventait le début. Qu'on inventait un début qui va bien dès le début. Et ils commencèrent à changer les histoires. Ils ne regardaient que la fin. Ils ne lisaient que les dernières pages des livres. Et ils s'inventaient de nouvelles histoires, de nouveaux films, de nouveaux dessins. Et si je vous raconte cela, c'est pour que vous aussi, vous puissiez vous autoriser à vous raconter de nouvelles choses, à créer de nouvelles choses positives qui vont vous permettre d'être pleinement heureux, d'être pleinement épanoui, de développer ce côté artistique en vous qui va créer de l'inédit. Pour cela, je vous invite à simplement activer en vous, en appuyant sur ce bouton virtuel, ce talent artistique. Vous êtes un artiste. Imaginez que tout s'active en vous, que ce côté artistique s'active en vous. Ressentez le bonheur. Imaginez-vous demain, après-demain, les jours d'après, voyant que vous êtes un artiste, voyant que votre talent est reconnu, voyant que vous apportez quelque chose de nouveau au monde. Ressentez la joie de contribuer à toute cette beauté. D'ici quelques instants, la séance va se terminer, mais vous pouvez vous imaginer dans les jours d'après, voyant que vous utilisez votre talent artistique dans différents domaines. Vous êtes un artiste exceptionnel. Vous savez transmettre vos émotions, vous prenez du plaisir à faire les choses. Et quand vous le souhaiterez, à votre propre rythme, vous allez pouvoir en douceur revenir ici et maintenant, au moment présent, et vous pourrez simplement réouvrir les yeux doucement.